Alors, bonjour à toutes et à tous. Je sais que l'atelier autour de la rencontre juste avant nous a cartonné et que vous êtes encore tous et toutes en pleine rencontre. Mais on va commencer cette table ronde autour du thème de l'économie, de la sobriété, mythe ou réalité. Donc l'enjeu est de questionner ensemble, peut-on être une entreprise qui réussit sobre. Et mes intervenants à côté de moi vont pouvoir vous parler de ça et illustrer ce que ça veut dire dans leur entreprise. Pour me présenter, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc je suis Léa Thomasin, cofondatrice de Hello Asso. Hello Asso qui accompagne le développement des associations en leur mettant à disposition des outils numériques à travers une plateforme web et un modèle un peu particulier puisque tout est intégralement gratuit pour les associations et nous nous rémunérons avec un modèle économique alternatif qui est celui de la contribution volontaire, donc où les personnes qui font un paiement sur Hello Asso peuvent choisir s'ils le souhaitent de soutenir le développement de notre entreprise et c'est là notre unique source de revenus. Avec cette activité au sein d'Hello Asso depuis maintenant un peu plus de 13 ans, j'ai très vite milité dans les réseaux de la Tech for Good, convaincu qu'il est possible d'utiliser le numérique et les nouvelles technologies pour apporter des solutions à des problèmes sociaux ou environnementaux. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis engagée comme bénévole du mouvement Impact France, donc, dont je suis l'ambassadrice régionale et donc qui organise cette table ronde et dont les membres ont beaucoup travaillé sur le thème de la sobriété. Et c'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Pour vous parler un peu plus du mouvement Impact France, j'ai le plaisir donc d'avoir à côté de moi Sylvain Lepeinteur, donc qui est fondateur de la Conciergerie Solidaire et qui est également un des administrateurs et j'ai envie de dire un vieux de la vieille du mouvement Impact. Et donc Sylvain, est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous dire un peu pourquoi Impact France, comment le mouvement s'est-il créé et quel est son rôle ? Bonjour à tous, donc Sylvain Lepeinteur, je représente aujourd'hui le mouvement Impact France, anciennement le Move, pour ceux qui l'ont connu sous ce nom-là. Donc un mouvement qui s'est créé en 2010 ou un tout petit peu avant. L'idée derrière ce mouvement, c'était de pouvoir fédérer tous les entrepreneurs qui avaient envie de conjuguer performance économique, performance sociale et performance environnementale. C'est donc un mouvement assez dynamique qui fédère des entrepreneurs audacieux, engagés et qui œuvrent au quotidien pour leur performance et leur impact. C'est aussi un mouvement où règne la convivialité qui est une des valeurs fondamentales sans laquelle nous serions ni Léa ni moi adhérents à ce mouvement. Voilà, donc en quelques chiffres pour vous donner quelques indicateurs. C'est aujourd'hui 15 000 entrepreneurs représentés. Alors soit en direct, il y en a 1500 qui sont adhérents en tant qu'entrepreneurs de manière directe, soit de manière indirecte au travers de réseaux d'entreprises ou d'entrepreneurs comme le CJD par exemple, qui font partie de nos adhérents et qui sont quelque part un intermédiaire entre les entrepreneurs que nous sommes et le mouvement. Nous avons une mission qui s'articule grosso modo autour de 3 mots. Fédérer, on aime se retrouver entre pairs et pouvoir échanger autour de nos problématiques, autour de la performance sociale, autour de la performance environnementale. Progresser, on a mis en place un certain nombre d'outils qui aident les entrepreneurs à progresser dans leur quotidien, à faire progresser leur entreprise, à renforcer leur impact sur les territoires. Et le dernier, c'est influencer. On a une action de lobby extrêmement puissante auprès des pouvoirs publics pour représenter nos intérêts et surtout celles des entrepreneurs qui constituent ce mouvement. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur Impact France. Merci beaucoup. Et effectivement, en termes d'outils, un des outils qui fonctionne très bien, lancé par le mouvement Impact France, c'est l'Impact Score, qui est accessible à tous en ligne, gratuitement, et qui va, à travers une série de questions, permettre de faire un diagnostic de l'impact à 360 d'une organisation. Donc aussi bien en termes de stratégie d'impact que d'impact écologique, d'impact social, partage de la valeur et partage du pouvoir, qui sont les 5 grands piliers sur lesquels travaille le mouvement Impact France. Aujourd'hui, et avec nous, et je vais ensuite laisser la parole aux autres intervenants, on est là pour parler de sobriété. Sobriété, c'est un mot qui est maintenant sur toutes les bouches, ou presque, ou en tout cas dont on entend beaucoup plus parler dans les médias depuis la rentrée. Au mouvement Impact France, ça fait un peu plus maintenant d'1 an qu'on travaille sur ce sujet, et donc les adhérents et les membres du mouvement ont beaucoup travaillé au sujet de la sobriété.
Donc pour l'introduire, je vais parler bien évidemment du rapport du GIEC qui nous donne 3 ans. 3 ans pour inverser la courbe de changement climatique et préserver le capital naturel et humain de la planète. Donc 3 ans, c'est très court et on pense que 3 ans, c'est à peu près l'horizon de temps que nous avons devant nous pour changer, pour que l'économie entame un changement de modèle. Donc c'est vraiment ce qu'on défend au sein du mouvement Impact. Et il est de notre devoir, nous, les entreprises, les entrepreneurs, de pouvoir dessiner, je dirais, un contour qui soit aussi attractif de ce nouveau modèle. On va en parler. Est-ce que la sobriété veut dire la fin de la réussite des entreprises? Est-ce que c'est la fin du plaisir? C'est là toutes les contradictions qui sont devant nous. On est convaincus qu'on peut avoir une nouvelle forme de prospérité économique qui puisse s'inscrire dans cette sobriété. Et donc ce modèle de prospérité, il repose sur la qualité, sur le partage, sur la lutte contre le gaspillage et non sur l'accumulation. Et sur le court terme, il se traduit dans de nouveaux usages, dans de nouveaux savoir-faire, une consommation plus durable. Il s'appuie aussi sur un plus juste partage de la valeur et du pouvoir dans les entreprises, qui nous semble vraiment le corollaire de cette recherche de sobriété. Partout en France, en Europe, il y a des milliers d'entrepreneurs qui font déjà la preuve que cette alternative existe et qu'elle porte en elle la promesse de cette nouvelle prospérité basée sur la sobriété. Ces entrepreneurs sont fédérés au sein du mouvement Impact France et j'ai la chance d'avoir à mes côtés 3 d'entre eux qui vont pouvoir illustrer aussi ce que veut dire la sobriété dans leur entreprise. Et on est convaincus que ces pionniers, ces acteurs qui s'engagent dans cette voie-là, d'une part servent d'exemple et d'autre part ont cette capacité, comme le disait Sylvain, de pouvoir influencer aussi l'économie classique. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans Impact France 2 collèges d'entreprises parmi nos membres. Les entreprises qu'on va dire impact natives, donc qui se sont créées pour répondre à une problématique sociale et environnementale, donc comme les personnes qui sont à côté de moi, ainsi que les entreprises qu'on dit en transition. Et on est convaincus que les premières peuvent influencer les deuxièmes, d'où le fait d'avoir voulu réunir très largement au sein du mouvement Impact France tous les acteurs économiques qui vont s'engager dans la voie de la transition écologique et sociale. Je vais maintenant laisser la parole à mes invités. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi, je disais, 3 structures qui sont relativement pionnières et exemplaires dans ce qu'elles font. Donc peut-être ma première question pour chacun d'entre vous, et à commencer par toi Marie-Pierre, c'est déjà de pouvoir nous présenter ton entreprise et de nous raconter ce que veut dire la sobriété pour We Go Greener. Donc, bonjour à tous et à toutes, donc je suis Marie-Pierre, je suis la cofondatrice de We Go Greener. Et We Go Greener, c'est une plateforme de réservation, d'hébergement et d'activités éco-responsables partout en France. En fait, on est une alternative green pour des séjours en France, donc moins loin. Et on propose une offre qui va être engagée. Tous les autres qui vont être sur notre plateforme vont avoir mis en place une politique RSE qui va être très sérieuse et vérifiée par notre part, puisqu'on a mis en place un Green Score et on va aller auditer les établissements et on va aller regarder plus d'une centaine de critères liés à l'éco-responsabilité pour mesurer leur niveau d'engagement éco-responsable. Donc ça, c'est la première partie de We Go Greener. Et la deuxième partie, on ne voulait pas s'arrêter là parce qu'on s'est rendu compte que seulement 10% des établissements touristiques étaient engagés dans une transition écologique. Et donc, à partir de ce constat, on se rend compte que tous les touristes ou les voyageurs français ne pourraient pas s'héberger de manière respectueuse de l'environnement. Et de ce fait-là, on accompagne les autres dans leur transition grâce à de la formation et grâce à également des ressources et une centrale d'achat pour qu'ils puissent effectuer et gérer leur établissement de manière durable et raisonnée. Et donc, pour revenir sur la question de la sobriété, nous, à titre... Peut-être juste avant, Marie-Pierre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a motivé la création de cette entreprise et notamment à quel problème vous souhaitez vous attaquer avec We Go Greener? En fait, le constat était que moi, en tant que voyageuse, je connaissais plus de destinations à travers le monde plutôt que de régions et de destinations en France. Et l'idée, c'était de me dire, ok, comment je fais pour voyager mieux, pour avoir un impact réduit quand je voyage? Tout de suite est venue la question finalement du déplacement, puisque le déplacement, c'est 70% des émissions de CO2. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est dire, ok, voyager et avoir un impact réduit, c'est voyager en France. Et ensuite, c'est séjourner dans des établissements engagés et choisir sur place des activités qui vont être
éco-positive. Donc de là est né le constat et on s'est dit en 2018 avec mon mari qui a cofondé également Wigo Greener qu'on avait vraiment extrêmement du mal à identifier une offre qui soit durable et très concrètement on ne savait pas à quoi se fier. Des établissements labellisés en fait il y en avait très peu et en fait on a mis 10 heures à trouver un hébergement et on s'est dit qu'en 2018 c'était pas possible finalement de ne pas pouvoir identifier un endroit durable où on pouvait partir en vacances en France. Et de là est né Wigo Greener. Oui, qui au-delà d'identifier et de mettre à disposition sur sa plateforme ces endroits durables, s'attache, comme tu le disais, à accompagner la transition en fait de tous ces acteurs du tourisme. Exactement. C'est peu commun ça pour un acteur web. Bah, c'est vrai qu'en fait, on s'est dit l'offre est tellement faible que pour avoir un impact, il va falloir agir et accompagner la transition. Et pour ça, c'est vrai qu'on est plutôt précurseur parce qu'il y a très peu d'acteurs qui agissent en ce sens. Et on a créé une formation qui se veut vraiment pragmatique, dédiée aux hôteliers, où ils peuvent avancer pas à pas, où ils ne se font pas une montagne d'une démarche RSE. On les aide à construire finalement un chemin et à gravir les marches pas à pas. Et à leur donner aussi des solutions concrètes parce que c'est très beau finalement d'écrire une feuille de route et de dire voilà, il faut que vous fassiez ça, mais si on n'explique pas le comment et si on leur donne pas des outils et des solutions concrètes en face, donc admettons pour un hôtelier rénover son bâtiment, entreprendre une rénovation énergétique de son bâtiment, c'est facile à dire, mais par quoi je commence ? Combien ça va me coûter ? Est-ce que je peux avoir des aides ? Est-ce que quel acteur je vais pouvoir intégrer dans ma démarche ? Et en fait, sur tous les pans de la gestion d'un établissement, on va répondre à tous les enjeux qui vont avoir un gros impact et qui vont permettre finalement aux voyageurs final d'avoir un séjour avec une empreinte écologique réduite. Bien, et la sobriété, ça te parle ? Et la sobriété, en fait, on a de la chance d'être dans un secteur, donc le tourisme, qui peut finalement donner des nouveaux imaginaires. Effectivement, quand on s'imagine vacances et plaisir, on s'imagine très bien dans une destination lointaine, à se donner la pilule et tout ça. Mais en fait, là, nous, notre rôle et notre mission, c'est aussi de montrer qu'on peut voyager moins loin, on peut être dépaysé, on peut découvrir des endroits incroyables et magnifiques et on peut aussi séjourner avec un impact réduit en partant moins loin, en partant plus longtemps et en découvrant vraiment toutes les choses, en vivant comme des locaux sur place. Voilà. Super, merci beaucoup. Hakim, peux-tu nous parler un petit peu de Give ? Et même question, la sobriété, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton entreprise ? Avec plaisir. Bonjour à tous, Hakim Baka. Donc en ce qui me concerne, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Give. Ça s'écrit G-E-E-V. Et Give, c'est une plateforme de dons d'objets et de nourriture, majoritairement d'objets entre particuliers. Alors la plateforme a été lancée en 2017. Aujourd'hui, on a 4 millions d'utilisateurs inscrits en France. Donc on commence à y avoir une petite énergie autour de la plateforme. Merci beaucoup. Direct un gros chiffre, tu vois, c'est de la com. Non, mais blague à part, oui, on commence, on commence à avoir de l'audience et c'est un signe ultra positif, on va y revenir. Donc c'est une plateforme de dons d'objets entre particuliers, je vais vulgariser, hein, c'est un Le Bon Coin où tout est gratuit. Et nous, on a créé Give parce qu'on a constaté il y a quelques années que nativement, les gens, quand ils veulent se débarrasser d'un objet, ils veulent leur donner une seconde vie, ils s'orientent vers la vente. La réalité du marché de la vente, c'est que le taux de succès maximum d'une annonce de vente, quand vous la postez sur un Vinted, un Le Bon Coin et consorts, c'est 40%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60% des annonces que vous postez qui ne partent jamais. Et à l'époque, on avait constaté qu'en fait, il y avait un raccourci qui était très très fort entre je n'ai pas réussi à vendre, qu'est-ce que j'en fais ? Donc ça repartait en stockage, ça allait aux encombrants, pas de solution très positive, très vertueuse. Et en fait, nous, on avait identifié l'usage du don qui est millénaire, qu'on n'a pas inventé, mais qui n'était pas digitalisé. On s'est fixé la mission, en fait, on s'est donné la mission de le digitaliser en fait, pour augmenter la demande en face de la volonté de donner, pour que dès qu'on veuille donner quelque chose, ça parte très rapidement. Et voilà, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors ça a pris quelques années quand même, et c'est pas encore fini, mais c'est ce qu'on a réussi à faire. Et aujourd'hui, ça représente, là sur 2022, ça va faire à peu près entre 8 et 10 millions d'annonces postées. Alors la réalité, c'est qu'en fait, on peut faire encore beaucoup plus. Et nous, la sobriété, je ferai le lien après avec le modèle économique parce que tout le monde se demande déjà comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Je sais, j'ai l'habitude. Mais nous, la sobriété, alors
en fait, on est des vulgarisateurs de sobriété. Par exemple, on n'emploie jamais le mot sobriété. Nous, on veut rendre... En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment intégrer un geste éco-responsable dans le quotidien des gens sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire, allez, je vais encore vulgariser, nous, on veut faire passer les feignants à l'action. C'est-à-dire, on veut qu'ils intègrent la sobriété dans leur quotidien sans qu'ils le sachent. Ça, c'est côté particulier et on commence à bosser en B2B depuis, voilà, on a lancé des expérimentations depuis 2-3 ans et on commence à travailler avec des grands groupes et on est payé pour ça. Et voilà, et c'est performant et ça marche bien, etc. Et du coup, côté grands groupes, hein, côté grandes enseignes, peut-être je détaillerai ce qu'on fera après, mais c'est pareil. En fait, on adopte les codes de ces secteurs-là qui, la réalité, pensent plus à la performance que finalement à leur impact. Hein. Certains, oui, mais bon, quoi qu'il en soit, on commence toujours à parler de bonnes intentions, on finit toujours par parler du PNL, enfin voilà, des revenus, etc. et du ROI. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, on parle de circularité avec eux, mais l'objectif, c'est tout simplement de leur faire économiser de l'argent. Et à partir du moment où ils se rendent compte qu'avec les solutions qu'on leur propose, ils commencent à économiser de l'argent, bah pareil, la sobriété, ils l'intègrent sans s'en rendre compte. Donc voilà, donc nous on est vraiment sur ces sujets-là, on n'adopte pas donc vis-à-vis de notre cible une posture d'expert, même si peut-être avec le temps on l'est devenu un tout petit peu, peut-être moins que vous, mais un tout petit peu. Mais voilà, on induit la sobriété. Intéressant, ça fait écho à la sobriété compétitive. Et effectivement, dès lors que la sobriété coûte moins cher ou bien rapporte plus, on voit que c'est un accélérateur forcément très fort. On en parlera un peu après. Peut-être avant de laisser Frédéric nous partager l'expérience conciergerie solidaire, une question, qui sont les personnes qui aujourd'hui donnent sur Give, leur motivation, et de la même manière, qui sont les personnes qui reçoivent? Alors côté don, c'est très varié. Parmi les règles simples qu'on s'est imposées dès le début, c'est pareil, c'est de ne jamais donner des raisons à quelqu'un de donner. Tu vois. Grosso modo, ton objet t'appartient, tu le donnes pour les raisons qui t'importent, et du coup l'éventail est très large de raisons très très pratiques. Et ça peut aller de, voilà, en fait, donner quelque chose sur la plateforme, c'est moins contraignant que d'emprunter la remorque de mon voisin pour mettre mon canapé dedans et l'amener à la déchette et gaspiller un dimanche matin pour le faire, tu vois, et ça nous va très bien, jusqu'à voilà, des gens qui ont une prise de conscience très très forte et des gens qui sont même très militants, très engagés. Donc grosso modo, c'est très très large. Et après, dans l'usage, on se rend compte que par contre, c'est sur le fait de récupérer aussi que là, il y a des différences d'usage. Et là, c'est plus là en fait où on voit qu'il y a des profils différents. Par exemple, plus t'es jeune, plus tu récupères. Plus t'es âgé, plus tu donnes. C'est assez logique au final, c'est parce que plus t'accumules, plus t'as de choses à donner, voilà. Et modèle économique, c'est ça? Non, c'était quoi ta deuxième question? Non, qui sont les profils? Ah voilà, c'est tout, voilà. Parfait pour l'instant. Sylvain, la conciergerie solidaire, qu'est-ce que c'est? La sobriété, chez vous, ça veut dire quoi? Alors la conciergerie solidaire, c'est une offre de service qu'on a l'habitude de structurer en 3 volets. Un volet service perso, c'est tout ce qu'on trouve classiquement dans les conciergeries, ménage, bricolage, pressing, panier de fruits et légumes, etc. etc. Service pro, donc là plus à destination des entreprises, des services d'intendance, gestion de l'accueil, gestion de flotte de véhicules, gestion d'espaces partagés. Et puis un programme d'animation qui permet de faire savoir que nous existons, que nous sommes là pour rendre service et pour faciliter la vie et le quotidien de nos utilisateurs. On a la particularité d'utiliser notre activité comme support d'insertion par activité économique. Donc on utilise en fait l'activité de conciergerie pour accompagner des gens qui sont éloignés de l'emploi ou qui ont eu un parcours de vie un peu compliqué et leur permettre de construire ou reconstruire un projet professionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre spécificité et ce qui explique pour partie qu'on s'appelle conciergerie solidaire. L'autre raison qui justifie ce mot solidaire, c'est le fait qu'on travaille au pire en local et plus particulièrement, si on peut et si on trouve des réponses à nos besoins, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire des territoires. Donc on se positionne vraiment comme un dynamiseur de territoire. On est très ancré en prise directe avec les acteurs de nos territoires pour pouvoir développer notre activité dans de bonnes conditions. Et pour ce qui est de la sobriété, puisque c'était ça la question, c'est un petit peu le fil rouge de notre projet, j'ai envie de dire, puisque grâce à la conciergerie, on peut mutualiser des allers-retours au pressing, chez la couturière ou chez le primeur. On est très vigilant sur la manière dont on va organiser nos tournées pour être le moins impactant possible dans l'environnement. On va mettre tout ce qui est à notre portée en place pour pouvoir limiter notre impact sur l'environnement et en contrepartie générer un maximum d'impact positif plus sur le plan social pour
apporter une réponse aux problématiques emploi des territoires. Donc voilà, en quelques mots, j'ai envie de dire que c'est presque la sobriété pour nous, c'est inhérent à notre projet et à notre activité. Très bien. Et aujourd'hui, peut-être quelques chiffres pour illustrer la conciergerie solidaire. Combien d'antennes, combien de régions, combien de personnes salariées en insertion? Oui, alors la conciergerie solidaire est née à Bordeaux. On est basé sur le Darwin Ecosystem et puis elle a fait des petits. Depuis 2018, on s'est développé en réseau, donc on est présent dans les grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lyon j'ai dit, Paris, voilà, je sais plus. Bon, bref, toutes les grandes métropoles françaises. Et puis sur des plus petits territoires, on propose à des structures de l'ESS qui sont déjà existantes et qui souhaitent se diversifier sur l'activité de conciergerie, de rejoindre notre réseau dans un cadre juridique qui s'appelle l'affiliation. C'est un genre de franchise sociale. Donc aujourd'hui, en salariés internes conciergerie, on est 86, dont une soixantaine de concierges. On a un taux de retour à l'emploi qui avoisine les 70%. Ça veut dire que 70% de nos concierges qui intègrent la structure retrouvent un emploi pérenne ou une formation longue durée à l'issue de leur parcours chez nous. Donc ça, c'est une fierté parce que quand on s'est lancé, vous pouvez bien imaginer que la Directe, notamment, qui nous donne le conventionnement entreprise d'insertion, nous attendait un petit peu au tournant sur l'efficacité de notre impact. Et donc, on a réussi à apporter la preuve que notre support d'insertion était efficace. Et c'est une grande fierté pour nous. Bravo. Donc je pense qu'on est tous d'accord, et à la lumière des témoignages qui ont été partagés, que la sobriété dans une entreprise, c'est très vertueux. Ça a plutôt beaucoup de bénéfices, mais on est aujourd'hui dans un contexte qui est particulier, un contexte d'inflation, un contexte de crise énergétique. Et est-ce que dans ce cadre, il n'existe pas une tension grandissante entre la performance économique d'un côté et la performance écologique et sociale de l'autre? Peut-être Marie-Pierre, pour les acteurs du tourisme notamment, c'est vrai que ce tissu économique a été d'une part fragilisé avec le Covid. La prise de conscience aussi environnementale sur les déplacements peut avoir un impact sur ces acteurs-là. Tu accompagnes beaucoup de structures dans leur transition écologique et sociale, mais est-ce qu'ils n'ont pas avant tout des enjeux déjà de survie économique aujourd'hui? Alors c'est hyper intéressant comme question et en fait on s'est rendu compte que les établissements qui avaient une politique RSE sérieuse et vraiment très soutenue étaient des établissements qui s'en sortaient beaucoup mieux. Déjà du point de vue de l'employabilité et de la marque employeur, c'est des établissements qui n'ont eu aucun mal à avoir leurs saisonniers. Et ça c'est très important parce que cette année il y a eu 500 000 postes non pourvus dans le tourisme. Et en fait en tout cas les établissements engagés n'ont pas du tout connu ce genre de problématique. Après, d'un point de vue de gestion d'établissement, effectivement, tout ce qui va être lié à l'énergie, enfin la gestion de l'énergie, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, ils sont très regardés et très attendus et la législation fait qu'ils ont rajouté des critères, en tout cas pour conserver les classements et les étoiles. Et ici, en fait, ils sont assez attendus au tournant et inspectés sur certains sujets. Et on se rend compte que les personnes qui finalement avaient mis vraiment de côté toutes ces questions environnementales, finalement sont maintenant obligées d'y aller. Alors c'est un petit peu par la gorge, un petit peu par contrainte, mais quoi qu'il en soit, ils sont obligés de s'y mettre, ils ne savent pas par où commencer, et là c'est nous où on agit et on va pouvoir les accompagner. Et surtout dédramatiser un petit peu toute cette partie de mise en place de politique RSE. Mais ça leur coûte, d'un point de vue purement économique, ça leur coûte plus que ça leur rapporte? Non, ce qui est intéressant, c'est que gérer durablement un établissement, ça permet de faire des économies d'énergie, d'eau, et ça permet également de revaloriser les déchets. Donc en fait, on est gagnant sur toute la ligne, que ce soit du côté la marque employeur et de séduire en tout cas des saisonniers et des employés qui restent, mais en même temps d'un point de vue économie, puisque gérer son établissement de manière durable permet de faire des économies d'énergie, d'eau et donc baisser la facture et donc d'avoir un meilleur retour sur investissement. Super. Hakim, je pense là aussi que l'économie d'usage, on est tous en phase pour la développer, que c'est bien de privilégier le don, le réemploi.
Comment on vit quand on développe une plateforme qui fait du don d'objets? Ça y est, on y vient. On y vient. Et par ailleurs, je sais que tu travailles de plus en plus avec des grandes entreprises. Comment elles intègrent cette problématique justement de sobriété, de réemploi, d'économie d'usage, alors que leur finalité première est avant tout de produire du neuf et de vendre du neuf? Alors Give, le modèle économique de Give, qu'on a mis du temps à travailler, à trouver et qui est sûrement pas finalisé, je pense qu'il peut être beaucoup plus performant parce que ça c'est une de nos convictions, on peut être une boîte à impact et une boîte performante. Et je pense que d'ailleurs comment dire, en fait nous on pense qu'il faut vraiment se mettre là dans la roue entre guillemets de code de performance et de se marketer comme un produit qui n'est pas un produit forcément sobre pour pouvoir amener la sobriété. Mais bon voilà, ça c'est un autre sujet. Mais donc notre modèle économique il est à 3 niveaux. Aujourd'hui Give c'est une application à site internet. La majorité de nos utilisateurs utilisent l'application. Et cette application elle a une version gratuite qui est financée par des annonceurs, donc de la publicité. Et on a des marques, des fois des très grandes marques qui veulent communiquer auprès d'une audience assez affinitaire sur ces sujets et qui communiquent chez nous. On a une campagne en ce moment pour une très grande marque de fast-food. Mais c'est leur fondation qui communique. C'est pas, voilà, on ne fait pas de la communication pour les produits, mais pour la fondation. On a une version de l'application qui est sans publicité. Attends, explique-nous concrètement qu'est-ce que tu fais avec ces entreprises-là? Là par exemple, je pense que tout le monde a compris quelle marque c'était, mais là on a donc cette grande marque qui vient communiquer. En fait, ils ont une action avec leur fondation qui finance en fait chaque année des associations, des actions liées à l'enfance, liées à l'éco-responsabilité, etc. Et en fait, nous on met en avant cette action et c'est une sorte, si tu veux, d'appel à projet pour les assos. Voilà, ça pourrait t'intéresser d'ailleurs. Donc voilà, donc on a une partie qui vient du média, on a une partie qui vient d'abonnement, parce qu'on a une version de l'application qui est payante. Et en fait là on fait rentrer nos utilisateurs dans une logique de consommation de seconde vie un peu plus poussée. C'est-à-dire que dans l'abonnement ils ont 2 avantages principaux. Le premier c'est de récupérer certains dons en priorité. Et donc c'est quelques heures, mais sur une plateforme comme la nôtre sur laquelle il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est assez clé. Et ça concerne nous tous les dons qui sont ce qu'on considère comme les dons de confort. Voilà. Donc ça ne concerne pas l'hygiène, ça ne concerne pas l'habillement, ça ne concerne pas la nourriture, etc. Et ils peuvent aussi consommer plus d'objets de seconde vie. C'est-à-dire qu'un non-abonné va pouvoir aller jusqu'à 5 adoptions par mois. Un abonné, ça ira jusqu'à 30. Bon, voilà. Mais encore une fois, l'idée c'est de rendre ça aussi performant pour les utilisateurs. Quelqu'un qui est abonné, qui paye 25 € par an, donc c'est quand même assez accessible, c'est 2 € par mois à peu près. Finalement, à la fin de l'année, il se retrouve avec une expérience qui est positive, il a consommé des produits de seconde vie et surtout il a une équation économique qui est bonne. Parce qu'en ayant payé 25 €, il a consommé pour plusieurs centaines de produits, plusieurs centaines d'euros de produits en équivalence, si tu veux, en équivalence à l'achat en seconde vie. Donc, et ça, ils le perçoivent. Nous, les abonnés, c'est ceux qui ont le taux de satisfaction le plus élevé sur la plateforme. Donc voilà, c'est un modèle qu'on a réussi à créer et qui devient de plus en plus performant. Et côté grandes entreprises, en fait, on met au service de ces boîtes-là notre plus gros actif, donc, qui est la plateforme et la communauté. Et en fait, on a développé 2 services et on adresse 2 besoins qu'ils ont. Le premier, c'est de pouvoir proposer des solutions circulaires, simples, faciles à passer à l'échelle, etc. pour le produit existant de leurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté et même énormément de législations qui vont dans ce sens-là. On leur demande de beaucoup plus se responsabiliser sur ce que le client a chez lui. Donc, je vais vous vendre un produit. Par exemple, voilà, nous, on travaille de plus en plus avec des enseignes de meubles, d'électro, etc. Donc, je vais vous vendre, je retourne sur mon exemple du canapé. Je vous vends un canapé. Depuis le 1er janvier, si je suis une enseigne de vente de meubles, je suis obligé de reprendre votre ancien canapé. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est très compliqué et c'est très cher. Donc nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est quelque chose de très simple qui permet de brancher Give au moment de l'achat d'un client et lui dire, bon bah voilà, si tu as un ancien produit à gérer, donne-le. Plutôt que ce que faisait l'enseigne et ce que font les enseignes généralement, c'est envoyer un transporteur. Donc c'est plus local, c'est plus efficace parce qu'il n'y a pas besoin de recaler un créneau pour venir chercher l'ancien produit et c'est beaucoup moins cher surtout. Parce que voilà, ça on le facture. Et c'est plus sobre. Et c'est beaucoup plus sobre. Ouais. Non mais évidemment. Et c'est beaucoup plus sobre. Donc voilà, donc c'est un alignement de planètes et c'est pour ça que ça commence à bien marcher. On est aidé par la législation là-dessus. Voilà, dans les mesures enfin il y a des mesures qui ont été proposées, peut-être qu'on y viendra après, mais qui sont importantes là-dessus. Le législateur aussi a un rôle.
Donc voilà, donc on aide à gérer l'existant du client et on commence aussi à les aider à gérer leurs invendus, les produits abîmés et les retours clients. En fait, on a ouvert la plateforme aux pros et en fait aujourd'hui on a des comptes de magasins. Donc c'est des comptes des vitrines locales et en fait on a des magasins et c'est aussi des grosses enseignes qui commencent à s'y mettre, donc c'est génial. Ils commencent à donner vraiment localement à des citoyens des produits du magasin. Donc il y a aussi un changement d'état d'esprit, de paradigme pour eux, de dire il y a des gens qui vont venir dans mon magasin pour ne pas payer. Et c'est dingue. Après, voilà, ils découvrent aussi le magasin. Donc c'est aussi, c'est dans peut-être l'objectif de consommer plus tard. Donc voilà, donc on a réussi à créer ces modèles, ça prend du temps, mais on espère qu'ils seront performants et que ça va bien marcher, quoi. Et justement sur cette philosophie consommer moins mais consommer mieux, donc qui est très portée aussi par des entreprises notamment qui proposent des alternatives à tout ce qui va être la fast fashion sur le vêtement. Est-ce que tu sens cette prise de conscience dans les grandes enseignes avec lesquelles tu travailles? Est-ce qu'on en est encore loin? Quel chemin? Alors, on n'est peut-être pas encore rendu Sans à langue de bois, hein. Non, c'est pas mon genre. Non, on n'est peut-être pas rendu encore sur du vraiment consommer moins, mais en fait, ils sont tous en train de plutôt diversifier leurs offres. C'est-à-dire, ils veulent conserver leur traction, leur croissance, etc. Mais ils sont ouverts à de nouveaux modes de vente, de nouveaux modes de conso de la part de leurs clients. C'est pour ça qu'on commence à voir de plus en plus des corners de seconde vie, des produits reconditionnés. Enfin, il y a plein de choses incroyables qui sont en train de se passer. Alors, c'est encore en train de se structurer. Et quand on rentre dans un magasin, on se rend compte qu'il y a quand même une petite dualité des mondes, hein. C'est-à-dire, t'as pas la seconde vie dans le même rayon que les produits neufs. Donc ça veut dire qu'il y a encore, il y a encore du chemin. Pour l'instant, c'est à part. Tu as le corner seconde vie et puis après, il y a les produits neufs. Voilà, peut-être qu'on y sera vraiment quand dans un même rayon, tu auras tout mélangé et que en fait, tu prendras du plaisir à consommer, quel que soit en fait le type de produit. Donc voilà, il y a encore du boulot. Mais non, mais par contre, il y a une vraie énergie. Et surtout, ils sont en recherche d'alternatives et en fait, ils aimeraient avoir une boîte à outils beaucoup plus large. Et nous, c'est ce qu'on leur propose, tu vois. C'est des nouveaux outils. Parce qu'ils veulent passer à l'action, ils veulent faire des choses positives, mais ils veulent pas non plus que ça leur coûte trop cher et que ça tue leur business. Donc voilà, et ça c'est un vrai challenge. Il faut les amener à la sobriété, mais sans leur demander. C'est ça tout le challenge. C'est comme pour les consommateurs, sans leur demander de trop rogner sur ce qu'ils font et sur leur croissance. Ok. Et Sylvain, de ton côté, performance sociale et écologique, donc par l'ancrage local, le choix aussi des partenaires, des prestataires avec lesquels tu travailles, par le volet insertion, comment c'est compatible avec performance économique? Et surtout, comment être compétitif quand en face de toi, tu peux avoir des acteurs qui, pour le coup, vont pas du tout avoir les pratiques aussi engagées et responsables que la conciergerie solidaire? Qu'est-ce qu'il faudrait? T'as tout dit en fait, c'est pas fastoche. En gros, moi je me reconnais bien dans la terminologie entrepreneur social parce que la performance économique pour moi elle est primordiale, hein, on va pas se raconter des histoires. S'il n'y a pas de performance économique, il n'y a pas de performance sociale, il n'y a pas de performance environnementale, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un point de départ pour nous. Une fois qu'on a dit ça, on essaye malgré tout d'être performant sur le plan social. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Sur le plan environnemental, idem, puisqu'on va essayer de faire de notre mieux, d'agir localement, de travailler avec des acteurs locaux, etc. pour justement limiter notre impact sur l'environnement. Après, le jeu consiste à trouver les bons équilibres, les meilleurs compromis entre l'économique, le social, l'environnemental, pour essayer de faire toujours mieux. Et c'est quelque part des problématiques du quotidien. On se pose tous les jours cette question, en fait. Et pour autant, je crois qu'on fait partie des gens qui n'avons pas la pression d'actionnaires, par exemple, qui nous demanderaient une certaine rentabilité ou ce genre de choses. Donc on peut se permettre d'aller jouer avec le zéro, la ligne de flottaison. Bon, des fois on est un peu en dessous, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, mais c'est un exercice d'équilibriste. C'est un exercice d'équilibriste qui n'est vraiment pas simple. Ça c'est clair. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour justement favoriser de nouvelles normes, en tout cas dans le secteur dans lequel tu travailles? Qu'est-ce qui serait nécessaire si on souhaite
favoriser à ce que toutes les entreprises qui proposent des services de conciergerie puissent tenir compte de ces enjeux environnementaux. Oui, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la concurrence, nous on joue avec des gens qui parachutent des concierges depuis Paris, qui n'ont aucune structure en local, qui proposent aucun accompagnement à leurs collaborateurs. Ça, c'est nos concurrents, c'est la réalité, hein. C'est face à ces gens-là qu'on répond. Donc l'enjeu, c'est effectivement de faire comprendre ça à nos clients ou à nos prospects, qui comprennent qu'ils n'achètent pas tout à fait la même chose. Et que si on se revendique comme étant une conciergerie solidaire et qu'on souhaite au maximum accompagner nos personnes, nos concierges et faire en sorte qu'ils retrouvent un emploi rapidement, on est obligé de leur apporter cet encadrement. Alors et cet accompagnement. On est accompagné, avec notre agrément entreprise d'insertion, on a quand même une petite aide des collectivités, en particulier de l'État, pour justement compenser un petit peu tout ce travail. C'est une aide qui est à peine suffisante, on va pas se le cacher, et qui vient évidemment nous aider à être un peu plus performants, mais pas suffisamment pour qu'on le soit autant que nos concurrents. Voilà. Donc il faut que les clients puissent aussi tenir compte justement de ces externalités positives dans leur choix. Et dans les actions. La prise de conscience avance sur le sujet. Tu les sens plus réceptifs. Dans le discours, oui, clairement. On a, même dans la façon dont les appels d'offres sont rédigés, on sent que de plus en plus, toutes ces questions-là deviennent de plus en plus centrales. Mais dès qu'on passe dans les mains du service achat, là, c'est le pugilat. Là. Parce que là, on revient au prix. Qu'on soit public, privé, voilà, il n'y a pas de... Et dans les actions à mettre en place qui pourraient nous aider, et c'est ce pourquoi milite Impact France notamment, c'est ce fameux label ESUS, qui est une jolie initiative et qui permet finalement de reconnaître un petit peu le travail que l'on fait, l'engagement que l'on prend vis-à-vis des territoires et des publics qu'on accompagne. Mais aujourd'hui, ce label, il est trop petit, trop timide, trop peu reconnu. Et bon, voilà, c'est bien là où on pourrait peut-être collectivement essayer de progresser pour lui donner beaucoup plus de signification, d'importance et puis surtout de notoriété, parce qu'il y a peu d'entreprises qui le connaissent en fait. Enfin, je parle des entreprises de l'économie conventionnelle. Oui. Y a-t-il des personnes dans la salle qui ne connaissent pas le label ESUS, ce que ça signifie? Alors ESUS, c'est Entreprise solidaire d'utilité sociale. En très très court, parce que je pourrais y passer l'après-midi, c'est une mission d'intérêt général, une lucrativité encadrée, enfin, normalement c'est limité mais moi je préfère encadrer, une gouvernance participative et une échelle des salaires pareil encadrée, et on essaye de tenir 1 à 7. Donc ça veut dire que le plus petit salaire ne peut pas être 7 fois inférieur au plus gros dans une entreprise. Bon, chez nous on a de la marge. Hein. Chez nous aussi. C'est Eloasso aussi, l'agrément ESUS, où il y a effectivement un certain nombre d'engagements, et c'est un agrément qui va un petit peu plus loin que des statuts d'entreprise à mission qui vont être uniquement sur des déclaratifs, parce que pour le coup là il y a vraiment aussi ces mesures très concrètes qui sont appliquées au sein des entreprises. Je veux bien, s'il vous plaît, la régie, qu'on puisse avancer sur la slide suivante. Je souhaitais partager avec vous, et vous l'avez vu avant, les 10 commandements pour une entreprise sobre, donc qui ont été produits par les adhérents et tous les réseaux qui participent au mouvement Impact France. Donc vous pouvez aussi les découvrir derrière moi. Donc baisser sa consommation d'énergie, favoriser autant que possible le recours à l'économie circulaire, communiquer sobrement, développer une stratégie long terme en ligne avec les logiques planétaires, répondre aux besoins essentiels plutôt que d'en créer en intégrant ces parties prenantes dans la stratégie, développer une stratégie de R&D centrée sur l'innovation frugale, relocaliser les activités et les emplois, développer un écosystème sobre, réduire les inégalités en intégrant une répartition équitable de la valeur et faire de ses salariés les fers de lance de la sobriété. Donc ce sont 10 commandements, ce qu'on a aussi partagé avec l'ensemble des membres du réseau. Est-ce que vous souhaitez, avant qu'on interpelle ensemble les pouvoirs publics, pouvoir réagir par rapport à ces commandements, au-delà de ce que vous nous avez partagé déjà sur votre activité, sur lesquels vous agissez, sur lesquels vous souhaitez demain agir et que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui sont ici aujourd'hui? Moi, il y a un des commandements que j'apprécie particulièrement, c'est le 10e, faire de ses salariés le fer de lance de la sobriété. C'est un sujet chez nous qui est hyper important, et nos collaborateurs organisent tous les mois des petits déjeuners éco-positifs, et pendant ces petits déjeuners, en fait, ils vont choisir une thématique où on va évoquer effectivement une
façon, une alternative ou une façon de consommer ou de vivre finalement qui va être plus sobre au quotidien, que ce soit au bureau ou à la maison. Et ça, c'est des choses et des rendez-vous qu'on se fixe tous les mois et qui sont également poussés auprès de nos hôtes qu'on accompagne. Et c'est des rituels et des routines qui nous font entrer dans des cercles vertueux sur lesquels derrière on va aussi se challenger, mesurer l'impact qu'on aura pu avoir et réduire grâce à des initiatives mises en place. Et derrière, c'est finalement sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, même les stagiaires qui peuvent arriver, ils sont tout de suite mis dans le bain et on rentre tous dans un même cercle et dans un même mood. Top. Hakim, Sylvain, un commandement que vous appliquez ou que vous voudriez appliquer demain? Alors moi, en fait, c'est une bonne question. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important, tu as dit les boîtes impact native. Tu vois. Nous, on est un peu impact native, donc voilà, il y a énormément de commandements qu'on applique déjà, mais parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile de transformer une boîte et de les appliquer plutôt que de les appliquer nativement. Donc nous, il y a beaucoup de commandements qu'on applique. Après, moi, ça m'inspire peut-être quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que nous, on est une boîte digitale, on produit rien de physique. On a intégré dès le début, voilà, pareil, une gouvernance très, très ouverte. Tous nos salariés ont des BSPCE, donc c'est des stock options. Donc si vous voulez, ils sont actionnaires indirectement de la boîte. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qu'on a intégrées très tôt. Par contre, le sujet sur lequel on est moins vigilant, c'est donc nous avons des clients, mais nous sommes aussi clients de certaines boîtes. Tu vois. Et c'est là où on n'est pas du tout vigilant. C'est-à-dire que voilà, on ne fonctionne pas en autarcie. Donc nous sommes nous-mêmes clients de plein de boîtes. Et par contre, voilà, en me replongeant dans les commandements, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que les boîtes avec lesquelles je bosse, donc les boîtes desquelles moi je suis client, est-ce qu'elles sont sobres ou est-ce qu'elles se sont déjà posé la question? Et c'est peut-être ça que nous on va essayer de challenger, tu vois, c'est nous questionner, voilà, avec qui on bosse avec des fois des très grosses boîtes, dont les GAFAM, etc. Et effectivement, on devrait se questionner un peu plus. Et c'est là où, bon, il y a du travail, on a des dépendances, comme beaucoup de boîtes, servicielles, etc. C'est là où je pense qu'il faut faire attention et peut-être les challenger plus. Tu vois. Oui, vaste sujet et pour ça il vaut mieux qu'on soit nombreux parce que Hello Asso a réalisé aussi là, son bilan carbone, donc un peu plus de 600 tonnes de bilan carbone dont la majorité est due aux serveurs qui vont héberger les applications qui sont chez Microsoft aujourd'hui et pour lequel il n'y a pas du tout une gestion sobre de ce type de ressources. Donc le conseil qui nous a été donné donc, par Greenly qui nous a accompagnés sur la démarche, c'est maintenant il faut que vous interpelliez aussi vos prestataires. Donc là il vaut mieux qu'on soit nombreux parce que je pense qu'il faut s'armer de patience avec ces acteurs-là. Mais effectivement c'est un très bon point sur cette partie sourcing. Sylvain, de ton côté, un engagement oui, alors, que tu as ou que tu les voudrais 10 prendre me parlent, hein. Il y en a quelques-uns qui ne s'appliquent pas trop à nous. Je pense au troisième par exemple, on communique très peu. Donc bon, c'est pas trop un sujet pour le moment, pour nous. J'espère que ça en deviendra un jour. Il y en a un sur lequel on est plutôt très avancé, c'est le 7e, puisque forcément nous on fait tout en local, c'est que de l'emploi local, des prestations qui sont réalisées en local, donc là-dessus je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Et il y en a un qui pourrait être un petit peu mis à l'honneur pour 2023, c'est le 10e aussi, hein, comme Marie-Pierre, puisqu'on travaille sur un projet de gouvernance participative. Donc on a fait travailler tous nos salariés, on les a fait réfléchir, on les a fait partager, mettre en commun, etc. Et on a mis en place on est en train de mettre en place des comités. Donc on a choisi tout le champ lexical des abeilles pour nommer nos comités, ces chouchous. Formidable. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit déployer là maintenant à partir du 1er janvier 2023, mettre en place tous ces comités qu'on a définis. Génial. Et avant qu'on se quitte, peut-être un message un peu plus militant, si on peut mettre la dernière slide. On souhaitait également donc partager avec vous les commandements qui ont été posés pour interpeller les pouvoirs publics. 10 propositions pour le gouvernement, parce qu'on l'a évoqué un petit peu en filigrane de cette table ronde. On est convaincu qu'il faut aussi une intervention des pouvoirs publics pour que la sobriété soit compétitive. Et ce n'est pas normal que les entreprises qui soient engagées, on parlait tout à l'heure du label ESUS par exemple, qui vont prendre des engagements en faveur de l'impact social, environnemental de leurs activités, se retrouvent après en compétition avec des entreprises qui font à peu près n'importe quoi et on joue quelque part dans la même cour. Donc voici les propositions qui ont été posées par le mouvement Impact France. Peut-être en mot de la fin, chacun d'entre vous, s'il y a aujourd'hui un sujet que vous voulez faire bouger, une interpellation des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'il faudrait pour développer l'économie sobre? Alors nous, le commandement numéro 4, dans la proposition numéro 4, elle nous parle beaucoup. Faire de l'État un acteur exemplaire. On nous
beaucoup de partenariats territoriaux avec des régions, des départements et des offices de tourisme. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous des objectifs de moyens quant à la durabilité et l'accompagnement des hébergeurs sur leur territoire. Mais en fait, ils n'ont pas d'objectif réel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une inertie énorme. Donc nous, c'est ce sur quoi on essaie vraiment de faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on a très peu de poids à l'heure actuelle, mais en se regroupant avec d'autres acteurs du tourisme durable, c'est là qu'on arrive à faire bouger les choses vraiment petit à petit. Mais l'État, un acteur exemplaire, on en est encore loin. Et c'est vrai que voilà, on a besoin de militer et faire porter plus fort le sujet de la sobriété, notamment en termes de tourisme et d'hébergement touristique. Voilà. Et il y a une lueur d'espoir quand même sur le sujet. J'ai vu que Greener avait travaillé notamment avec des collectivités. Oui, et que les collectivités s'engagent aussi pour accompagner cette transition des acteurs touristiques de la région. C'est le cas effectivement de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a choisi effectivement pour accompagner une centaine d'hébergements sur ce territoire, mais également les Outre-mer, où là on va accompagner plus de 3000 hébergements en Outre-mer pour les former à la RSE et les engager dans une démarche sérieuse. Voilà. Il y a un peu d'espoir. Ça c'est lié à un appel d'offres auquel on a répondu, mais derrière effectivement on sent que si nous n'étions pas là avec nos rames et pour les faire avancer, en fait derrière le bras droit là, Atout France, le bras armé du tourisme, est content, fait son appel d'offres, mais derrière si ça bouge pas c'est pas grave, l'appel d'offres est lancé, mais nous on est là pour en tout cas essayer de faire bouger les choses et aboutir à former ces 3000 établissements d'outre-mer. Excellent. Voilà. Hakim, tu devais interpeller les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'il faut changer Écoute, moi ce serait la mesure 3 sur sans surprise, sur la compétitivité, j'en ai beaucoup parlé. En fait, au même titre que nous on est persuadé que pour intégrer la sobriété dans le quotidien des citoyens, il faut utiliser les codes et lui donner l'impression de ne pas trop bouleverser ses usages, son quotidien, et lui donner aussi une notion de plaisir. C'est pareil pour les entreprises compétitives dans les mesures qui sont plus détaillées dans le guide que vous pourrez peut-être télécharger, je sais pas. Il y a souvent le mot soutien et je suis d'accord avec ça. Voilà, il faut soutenir les entreprises à impact, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une économie sous perfusion. C'est-à-dire qu'il faut nous aider à devenir une vraie économie, une économie performante et une économie plus performante. C'est-à-dire qu'au même titre que certains acteurs privés investissent aujourd'hui dans des boîtes très tradies, qui ne sont pas du tout sobres. Demain, ils auront un autre regard sur nos boîtes si en fait on est aussi performante, voire plus performante. Et en fait, ils nous soutiendront aussi, ils mettront de l'argent, nos boîtes se développeront et on aura un bel impact, sans forcément, alors peut-être pour eux, pas forcément pour de bonnes raisons, mais quoi qu'il en soit, la finalité serait quand même positive. Donc moi, la compétitivité, j'y crois beaucoup et je pense que c'est la clé. En plus, vu le temps qui nous reste, entre guillemets, tu parlais de 3 ans là. On va pas changer les habitudes en 3 ans. Donc il faut utiliser des habitudes existantes et revoir les logiciels plutôt. C'est ça mon point. D'où le terme investir justement. Et moi c'est la proposition que je retiendrai. Et elle correspond en plus à notre actualité puisqu'on est en pleine levée de fonds et on aimerait que les pouvoirs publics investissent avec une notion de retour sur investissement plus massivement dans nos entreprises. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de dispositifs et beaucoup d'investissements qui sont faits dans les entreprises en amorçage. Donc c'est bien. Généralement, le créateur d'entreprise qui amorce son projet crée son emploi, c'est bien. Il en crée quelques-uns de plus, c'est bien aussi. Mais on se rend compte que c'est au moment où les entreprises changent d'échelle et qu'elles veulent passer au cran d'après, qu'elles commencent à vraiment générer des impacts significatifs. Et là, il n'y a plus rien, ou pas grand-chose. Donc c'est là où moi je pense qu'il faut vraiment qu'on interpelle les pouvoirs publics pour essayer de réfléchir à arrêter de saupoudrer comme ça l'argent public et mettre en place des vrais dispositifs qui puissent derrière générer des vrais impacts auprès d'entreprises ou d'entrepreneurs qui portent des projets structurés, rentables, compétitifs, tout ce qu'on veut. Voilà. C'est donc la proposition 6, moi, que je retiendrai. Super. Et pour livrer aussi mon avis, moi je choisirais aussi la sobriété compétitive. Je trouve qu'aujourd'hui on met beaucoup de poids, de responsabilité sur les consommateurs pour faire des choix qui sont responsables et qui sont engagés.
mais quand ça coûte 30 € de prendre un vol EasyJet versus 200 pour prendre le train, en fait, on ne peut pas mettre cette pression-là, je pense, sur les gens. C'est là où doit intervenir la puissance publique. Donc une des propositions derrière rendre la sobriété compétitive, c'est de pouvoir avoir des taux de TVA qui vont être différenciés selon justement l'impact environnemental des produits ou des services qu'on cherche à consommer. Et je pense que c'est là où doit intervenir l'État, c'est pour pouvoir aussi rectifier un petit peu cette loi du marché et que ce ne soit pas au consommateur de culpabiliser parce qu'il fait un choix qui est économiquement en fait irrationnel et surtout il ne peut pas faire un choix qui est différent. Voilà, on a gratté quelques minutes de plus parce que l'intervenant suivant est pas là. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des personnes qui souhaiteraient réagir? Donc soit poser vos questions à nos intervenants ou bien une réaction par rapport à ce que vous avez pu entendre et découvrir aujourd'hui. Alors il y a Bonjour, vous êtes tous à Impact France, voilà, Mouvement Impact France. Est-ce que vous avez fait votre propre score? Et si oui, est-ce que vous le partageriez avec nous sur vos entreprises? Nous, pour être très transparente, on n'a pas encore fait de... Vous parlez de bilan carbone, hein? Non. L'impact score qui est proposé par que vous Impact France. proposez justement, que je trouve intéressant parce que ça a permis, du coup j'ai regardé entre temps en vous écoutant, avec les 150 questions, ça a l'air quand même très approfondi, mais du coup de savoir vous en tant que membre, où vous en êtes par rapport à ça, si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, pourquoi, voilà. Alors pour ce qui me concerne, je l'ai fait mais il y a longtemps, à l'époque où le était en un peu pour le j'ai tester, fait quoi. bêta testeur. Et alors les critères sont plus du tout les mêmes, les échelles d'évaluation non plus, donc ça voudrait rien dire. Il faut que je le refasse, il faut qu'on le refasse, mais on se prête à ce genre d'évaluation. Il y a Impact Score, il y en a d'autres qui existent, et généralement on s'en sort pas trop mal parce qu'on fait quand même pas mal de choses. Voilà. Oui, et je dirais qu'au-delà du score en tant que tel, c'est des outils qui sont aussi très pédagogiques. Donc pour le coup, nous, on est en cours. Après, c'est effectivement assez long et en fait, à mesure qu'on a avancé aussi dans ce questionnaire, dans l'Impact Score, ça donne des idées, ça donne des pistes d'action parce que ça va justement nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'achat responsable, de politique aussi, de réemploi du matériel informatique. Enfin, il y a plein de questions qui sont relativement précises. Donc, ce qui veut dire que ça met un peu de temps pour le faire de façon exhaustive et arriver à la notation. Mais c'est aussi un outil qui est très didactique en fait et pédagogique et qui peut aider justement au passage à l'action. Et l'idée c'est vraiment de regarder la progression en fait, donc de le faire à intervalles. Alors on le fait pas tous les jours parce qu'il y a quand même. Non, ça j'imagine. Déjà une fois, c'est bien. Mais c'est bien de le refaire à intervalles réguliers pour regarder comment l'entreprise a évolué et comment elle a pu progresser. Merci. C'est en tout cas ce qu'on suggère à nos adhérents et à tous ceux qui veulent se tester sur cet outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Merci. J'avais une question sur votre article 3 des propositions. C'était une des slides sur la communication sobre. C'est quoi pour vous une communication sobre? Pour notre part, une communication sobre, c'est aussi le choix des partenaires de s'allier ou de ne pas s'allier justement avec des partenaires qui ne correspondraient pas à nos valeurs et à notre raison d'être. Et effectivement, on refuse régulièrement des jeux concours ou d'être distribués sur des plateformes, des sites ou des enseignes qui ne correspondent pas du tout finalement à notre éthique et notre politique RSE. Donc ça, c'est un des choix qui sont très forts et qu'on fait chez WeGo Greener. Et après, c'est notre objectif là, ça va être de réduire toute notre partie communication et social ads, d'être beaucoup moins dépendant de la plateforme Facebook Ads pour aller plus sur d'autres leviers d'acquisition qu'on juge plus pertinents, même s'ils sont très performants. Volontairement, on fait le choix de réduire ces leviers d'acquisition qui finalement ne sont pas très en accord avec qui on est. Voilà, dans les propositions aussi qui a été posées par le mouvement Impact, il y a bien sûr, de façon assez évidente de ne pas s'associer à des opérations qui peuvent être assimilées à du greenwashing, du social washing pour aussi être authentique dans ses communications, d'éviter tout ce qui va être la sursollicitation marketing. Donc là aussi, avoir des bonnes pratiques vis-à-vis
d'un numérique et de la communication marketing qui va être responsable et pas sur la sursollicitation. Il y a quelques autres exemples comme ça qui ont été esquissés pour justement communiquer sobrement, en plus de ce qu'a pu dire Marie-Pierre. D'autres questions, réactions? Y a-t-il parmi les intervenants quelqu'un qui souhaite c'est un petit mot? Non? Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée.